Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une analyse un peu particulière qui part d'une réalité médicale, d'une violence assez rare, une maladie que certains surnomment même la céphalée suicidaire. C'est ça, on va parler de la maladie de Horton ou algie vasculaire de la face. Mais on va pas le faire de façon purement clinique. Non, justement, on va l'aborder à travers un prisme très singulier, celui du projet personnel d'un homme, Adrien, qui a appelé ça la bulle. Et c'est là que nos sources sont intéressantes. On a d'un côté des fiches médicales, très factuelles, du CHU, de Migraine Québec, Très technique. voilà. Et de l'autre, on a le livre et le site web d'Adrien. Et là, on est dans le témoignage, la transformation. On voit comment une douleur absolue peut devenir le point de départ d'une reconstruction, quasi totale. Exactement. Notre mission, c'est un peu de décortiquer cette stratégie. Comprendre la pathologie, bien sûr, mais surtout la construction méticuleuse de ce système de survie qui mélange le corps, l'esprit et même la créativité. Mhm. Alors, pour commencer, il faut poser le décor. C'est quoi exactement cette maladie de Horton? Les documents médicaux sont formels, hein. C'est l'une des pires douleurs connues. C'est même souvent qualifié de douleur paroxystique, c'est-à-dire qu'elle arrive à son pic d'intensité en quelques secondes à peine. Ah oui, d'accord. Et Adrien, lui, pour la décrire, il utilise une analogie qui glace le sang. Il dit « Imaginez un camion qui vous percute 10 fois en une minute pendant des heures. C'est une image terrifiante. On sort complètement du champ de ce qu'on peut imaginer comme un mal de tête, même un très fort. » Ah bah là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est une agression neurologique et les symptômes, ils sont d'une précision chirurgicale. C'est toujours unilatéral. Toujours d'un seul côté. Toujours. Ça commence par une douleur fulgurante à la tempe, puis l'œil de ce côté-là se met à pleurer abondamment, la narine se bouche, la mâchoire se bloque, la nuque devient raide comme du béton. C'est une vraie tempête. Et ça dure tout le temps. Non, et c'est ça qui est pervers. Ça fonctionne par crise. Des crises qui peuvent durer, disons, de 15 minutes à 3 heures et qui peuvent se répéter jusqu'à 8 fois par jour. 8 fois par jour. Et le pire, c'est que très souvent, elles surviennent la nuit, souvent à heure fixe. Attends. Ça veut dire que le sommeil, qui est censé être le refuge, le moment où le corps se répare, ça devient une source d'angoisse pure. C'est exactement ça. Une double peine. On doit avoir peur de s'endormir, en fait. Complètement. Le sommeil devient un ennemi. Et quand on regarde la cause suspectée, ça prend tout son sens. Les sources médicales pointent du doigt un dysfonctionnement de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est notre horloge biologique, c'est ça, hein? C'est ça, la petite glande qui gère nos cycles de sommeil, d'éveil. Donc notre propre horloge interne devient une bombe à retardement. Et j'imagine que si la cause est un peu floue et la maladie rare, c'est une personne sur 1000, c'est ça? Surtout des hommes. Oui, c'est ça. Alors le diagnostic doit être un véritable parcours du combattant. Un calvaire. Les sources parlent de 3 à 5 ans en moyenne d'errance médicale. Une période terrible où on n'est pas cru, mal diagnostiqué, on parle de migraines, de problèmes dentaires, de troubles psy, avant de mettre le bon nom dessus. Déplore. Le tableau est posé. Une contrainte absolue, une douleur qui déstructure la vie. Et c'est là justement que le projet d'Adrien, la bulle, devient si fascinant. Ce n'est pas juste un récit de souffrance. Non, c'est un manuel de contre-attaque. C'est ça, il ne subit pas, il organise la riposte. Il met en place une véritable architecture de la survie, pièce par pièce. Et le premier front, c'est le corps. Il s'agit de reconquérir ce territoire qui a été dévasté par la douleur. Et comment il fait ? Ce qui est frappant, c'est que ces armes sont d'une simplicité désarmante. Sa meilleure solution, comme il l'écrit lui-même, c'est une poche de froid sur la tempe. C'est fou. Face à une douleur qu'il compare à un camion, l'arme la plus efficace, c'est un simple sac de glace. Il y a quelque chose de très humble là-dedans. Et ça continue avec la nourriture. Pour lui, la nourriture devient un antidote au chaos. Un antidote. Oui, les crises lui font perdre beaucoup de poids. Alors il riposte avec ce qu'il appelle des plats plaisirs. On parle de pizza maison, de burgers, de lasagne. Ah oui, des plats réconfortants, riches. Exactement. C'est pas juste pour se nourrir, c'est une stratégie de fortification. Il reconstruit ses défenses, mais de l'intérieur. Et il n'y a pas que la nourriture, il y a le sport aussi. Le sport, c'est le deuxième pilier. Et là aussi, il est d'une précision quasi militaire. Il décrit sa routine sur le toit de son immeuble. Ah oui, 4 séries de 12 répétitions avec des haltères de 5 à 8 kilos. Il ne fait pas juste du sport, il suit un protocole. D'ailleurs, il a une formule pour ça. laquelle?
Cuisine plus sport égale thérapie. On voit une première règle qui se dessine. Face à un chaos physique imprévisible, la réponse, c'est une discipline physique extrême, mais choisie. C'est tout à fait ça, la routine, la répétition, la rigueur. Ça devient des remparts, il le dit lui-même. C'est une revanche complète contre Horton. Il oppose l'ordre au désordre. Cette discipline physique est incroyable, presque militaire. Mais j'imagine que pour supporter ça, le corps seul, ça ne suffit pas. L'esprit, comment il s'évade, où est-ce qu'il trouve un refuge mental? C'est le deuxième front de sa contre-attaque, le refuge créatif et symbolique. Et là, il va puiser dans sa passion d'origine. L'architecture. L'architecture, il l'appelle sa boîte sauvetage. Le fait de se plonger dans des plans 3D, de concevoir des espaces, ça lui permet de canaliser son énergie mentale ailleurs que sur l'obsession de la prochaine crise. Et il y a ce projet très concret, cette villa en container maritime. La métaphore est waouh! Elle est parfaite. Il prend des structures qui sont conçues pour résister aux pires tempêtes en mer, des boîtes de métal brutales. Pour se bâtir un abri personnel, un refuge. C'est ça. C'est l'acte de construire qui devient le miroir de l'acte de se reconstruire. Il transforme une contrainte industrielle en un espace de vie, de résilience. Et ce qui est fou, c'est qu'au cœur de toute cette architecture, physique ou mentale, on trouve une fondation assez inattendue. Un livre pour enfants. Mhm. Le Petit Prince? Voilà, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Comment est-ce qu'un conte aussi poétique peut devenir un plan de bataille contre une douleur aussi brutale? Parce qu'il ne l'utilise pas comme une simple inspiration, en fait. Il en fait une véritable grille de lecture pour sa vie. C'est comme un système d'exploitation pour sa résilience. C'est-à-dire? Cette chose si précieuse est menacée. Et devient sa rose. Exactement, comme dans le livre. Elle est fragile, unique, elle a ses épines, et il doit la protéger sous sa cloche de verre, sa bulle. La maladie, ce n'est plus juste une pathologie, c'est une menace externe pour sa rose. Et sa résilience? Sa résilience, c'est le renard. Cette part de lui, sauvage, blessé par la maladie, qu'il doit apprivoiser jour après jour pour en faire un allié. C'est une démarche presque chamanique. Donner des noms, des visages à ses forces, à ses peurs, pour pouvoir dialoguer avec elles. Et ça ne s'arrête pas là, ça s'étend aux oubliés du quotidien. Absolument. Et là, on voit la deuxième grande règle de son système. Tout peut devenir une arme symbolique. Chaque objet choisi, investi d'une mission. Un sweatshirt confortable. Ce n'est pas juste un vêtement. Non, c'est un sweat cocon, une armure douce qui le protège. Des sneakers, ce n'est pas pour marcher, c'est pour marcher vers l'espoir. Une montre, héritée de sa famille, devient un ancrage familial. Ça s'oppose au temps court et brutal des crises. C'est un rituel de réenchantement du monde en quelque sorte. Un objet n'est plus passif, il devient un allié actif. Il ne subit pas son environnement, il le recode pour qu'il soit à son service. C'est ça. Il construit sa bulle, non seulement avec des murs, mais avec un écosystème d'objets et d'idées qui le protègent. D'accord. Donc on a cette construction intérieure incroyablement riche, détaillée, personnelle. La logique voudrait qu'il garde ça pour lui, comme un trésor. Mais il fait l'inverse. Il l'ouvre au monde entier, avec un livre, un site web. Pourquoi? La mission qu'il décrit est double. La première, évidemment, c'est de faire connaître la maladie de Horton, mettre des mots, des images sur cette souffrance invisible pour briser l'isolement. Et la deuxième? La deuxième est plus large. Il utilise son histoire comme un cheval de Troie, pour parler de santé mentale en général. Son projet, il le pense comme un modèle narratif. J'aime beaucoup cette expression, modèle narratif. Il ne se pose pas en donneur de leçons. Pas du tout. Et la forme de son livre le prouve bien. Ce n'est pas un simple témoignage. Le livre est interactif. Il pose des questions directement au lecteur. Ton remède antidouleur? Quel rêve défies-tu? Ah oui, il y a des espaces pour écrire. Exactement. Il laisse des pages blanches pour que la personne puisse écrire ses propres réponses. Le livre passe d'un monologue à une invitation au dialogue. C'est une main tendue. C'est une démarche très humble, finalement. Il ne se présente pas comme un gourou avec les réponses, mais comme quelqu'un qui a trouvé ses propres questions et qui nous invite à trouver les nôtres. C'est ça. Et le site web va encore plus loin. Il y a ce projet de location de mini-bulles, des petits refuges physiques pour que d'autres puissent venir se ressourcer, Malade ou pas, d'ailleurs. malade ou pas. Il passe de sa survie personnelle à une offre de soutien concrète pour les autres.
Et cette idée de briser le silence, de transformer une épreuve personnelle en un outil collectif, et est-ce que ça correspond à un besoin plus large qu'on observe en France? Ça répond à un besoin collectif immense. Et c'est là que le lien avec la source de Santé publique France est éclairant. On y apprend que les troubles mentaux sont le tout premier poste de dépense de l'assurance maladie. Le premier. Le tout premier. Et la première cause d'invalidité dans le pays. On a tendance à sous-estimer complètement l'ampleur du phénomène. C'est donc un enjeu de santé publique majeur et souvent silencieux. Exactement. Et quand on voit des campagnes nationales comme «En parler, c'est déjà se soigner», on comprend que le projet d'Adrien est une incarnation parfaite de cette philosophie. Il montre que la solitude, l'anxiété, la dépression liées à une maladie chronique, Ouais. Ce ne sont pas des problèmes secondaires. non, ce sont des batailles centrales. Son initiative personnelle, qui est née de sa propre nécessité, est en fait une réponse à l'échelle 1, un problème de masse. Clair là-dessus sur ses supports. Il ne prétend guérir personne. Il se positionne comme un témoin. Un témoin qui, en partageant son architecture de survie, ouvre une conversation qui est absolument essentielle. Si on résume donc, on est parti d'une maladie, d'une violence inouïe. Presque inconcevable. Et à travers ces sources, on a découvert une réponse d'une créativité et d'une rigueur exceptionnelles. Une véritable architecture de la survie, oui, où faire une pizza devient un acte de guerre et où un conte pour enfants devient un manuel de stratégie. La grande leçon pour moi, c'est que la résilience, ce n'est pas juste tenir le coup, endurer passivement. Non, c'est un acte de création. C'est la capacité active de transformer une contrainte qu'on subit en un projet qu'on choisit. C'est de créer du sens et même de la beauté à partir du chaos. Il ne subit pas sa vie, il la compose. Et en composant sa propre vie de manière si structurée, il nous laisse avec une question assez vertigineuse. Oui, son histoire nous montre comment une contrainte externe, aussi radicale que la douleur, peut forcer la création d'un projet de vie extraordinairement cohérent, plein de sens. Chaque choix est guidé par le besoin de survivre. Alors la question qui se pose pour nous, c'est C'est, en l'absence d'une telle contrainte, sans un ennemi aussi clair à combattre, comment choisit-on volontairement les structures, les disciplines et les passions qui donnent une direction et un sens à nos propres vies ?